Donc globalement, on peut dire qu'il y a effectivement un lien entre la respiration et le milieu de vie, milieu aquatique, milieu aérien, et que ce lien se fait via l'évolution. Donc il est clair qu'il y a un lien assez évident entre le type d'appareil respiratoire et le milieu de vie. On a vu que quand il y a un appareil respiratoire en milieu aquatique, c'est toujours une évagination. Donc c'est-à-dire qu'à partir du corps de l'animal, on a une expansion vers l'extérieur et que c'est ça qui définit une branchie. Toute expansion du corps de l'animal vers l'extérieur s'appelle une branchie. Ce n'est possible qu'en milieu aquatique parce qu'en milieu aquatique, on a la portance de l'eau qui permet de porter cette évagination et qu'en plus, cette surface qui est étendue, qui est relativement fine, ne risque pas la déshydratation puisque nous sommes dans l'eau. Donc la branchie n'est compatible qu'avec un milieu aquatique. En milieu aérien, on a vu qu'il existe un petit peu plus de variété, puisqu'il peut y avoir des poumons pour les mammifères, mais il peut y avoir aussi des trachées dans le cas des insectes. Donc là, ce qui est important, c'est que cette structure soit invaginée, ce qui permet de limiter les pertes d'eau, puisqu'il y a un seul orifice et des possibilités de contrôle des pertes d'eau au moment de l'évacuation par cet orifice, comme on vient justement de le voir avec les insectes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un lien aussi évident entre appareil respiratoire et milieu de vie? C'est parce qu'il y a des contraintes physiques. Pour une surface évaginée, il faut qu'il y ait une portance. Pour une vie dans un milieu sec, il faut qu'il y ait des limitations des pertes d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pression de sélection. Il y a des contraintes physiques sur cet organisme qui fait que certains types d'organes seraient tellement désavantageux que toutes les mutations qui auraient pu le faire apparaître, bien sûr, ne vont pas rester dans la descendance. Mais si on regarde dans le détail, il y a un autre lien qui apparaît, qui est qu'il y a un lien entre la respiration et la position systématique, c'est-à-dire le groupe phylogénétique auquel appartient l'organisme. Par exemple, les cétacés, ce sont des mammifères, ils ont beau vivre en milieu aquatique, ils ont l'appareil respiratoire de l'ancêtre des mammifères, qui est le poumon. Et ils n'ont pas acquis de branchies. Donc il ne faut pas être simpliste et dire que dès qu'un animal vit dans un milieu, aussitôt il va y avoir des mutations extraordinaires qui vont lui faire apparaître l'appareil respiratoire le plus performant dans ce milieu. Pas du tout. Ils héritent avant tout de l'appareil respiratoire de l'ancêtre de ce groupe. Et si cet appareil respiratoire est suffisant pour que cet organisme puisse survivre dans ce nouveau milieu, eh bien ça se maintiendra. Donc ici chez les cétacés, ce n'est pas l'appareil respiratoire qui a évolué, on a dit que c'était l'hémoglobine, la quantité d'hémoglobine qui avait changé et des adaptations de la circulation. Mais l'appareil respiratoire, lui, est resté le même, quasiment le même. La seule chose qui a évolué, c'est la position de l'ouverture, donc ce qu'on appelle l'évent. Je vais écrire en plus foncé pour que vous voyez quelque chose. Au lieu que l'air sorte par la bouche, comme chez nous, on a au contraire une sortie par le dessus de la tête, la partie dorsale, ce qui permet à l'animal d'évacuer facilement l'air quand il est à la surface de l'eau. Donc c'est la seule évolution de son appareil respiratoire, sinon ce sont des évolutions qui concernent l'hémoglobine et la circulation. Et puis de même pour les insectes, quand vous avez des insectes aquatiques, ils ont l'appareil respiratoire de tous les insectes qui est des trachées. Donc dans le cas des mammifères et dans le cas des insectes, c'est la position systématique, donc le fait que ce soit des mammifères, le fait que ce soit des insectes, qui détermine leur appareil respiratoire et non leur milieu de vie. Le milieu de vie n'a fait que sélectionner quelques petits ajustements à la marge, la position de l'évent pour les cétacés, la position de l'ouverture des trachées pour les larves de moustiques. Mais c'est tout.
Néanmoins, parfois, on voit des évolutions plus poussées, plus longues dans certains milieux, qui peuvent amener à ce que, à partir d'organes complètement différents, on obtienne des structures qui se ressemblent. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une évolution convergente, ou plus familièrement, une analogie. Et on peut avoir, à l'inverse, des structures qui ont la même origine embryologique, mais qui donnent des structures différentes. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une homologie ou une évolution divergente. Peut-être le plus simple à comprendre d'abord, c'est l'analogie. Donc commençons par l'analogie, la convergence. On prend deux choses que nous appelons poumons ou deux choses que nous appelons branchies. Ont-elles la même origine embryologique? Eh bien, pas nécessairement. Donc je vais souligner avec les couleurs correspondant aux couleurs conventionnelles, embryologiques. Un poumon d'escargot, c'est de l'ectoderme. Un poumon de mammifère, c'est de l'endoderme. Tout ça a une relative similitude, ce sont des cavités internes, des invaginations avec une seule ouverture qui sont spécialisées dans la respiration. Donc c'est pour ça qu'on leur donne le même nom et qu'on va parler d'analogie ou de convergence évolutive. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'homologie puisque nous avons deux origines embryologiques complètement différentes. Et puis c'est la même chose avec les branchies d'invertébrés, branchies d'écrevisses ou branchies d'arénicole. Oh là, justement, c'est pas la couleur que je voulais, c'est du bleu. Voilà, ça y est, c'est devenu bleu. C'est de l'ectoderme qui forme les branchies d'écrevisses ou les branchies d'arénicole, alors que chez le poisson, c'est de l'endoderme qui donne naissance aux branchies. Donc là, c'est exactement la même chose, deux origines embryologiques complètement différentes qui donnent globalement la même structure que nous avons schématisée ici, qu'on appelle une branchie. Donc ça, c'est de la convergence. On part de structures embryologiques complètement différentes et on obtient à peu près la même chose à cause de la pression de sélection, parce que la pression de sélection dans un même milieu se fait sur les mêmes paramètres physico-chimiques, donc aboutit à peu près à la même chose. L'homologie, c'est l'inverse. On prend une même structure embryologique, placée dans des environnements différents, donc sous l'effet de pression de sélection différentes, donc typiquement en milieu aquatique, en milieu aérien, et on va obtenir des choses différentes. Donc prenons deux structures ectodermiques, le poumon A, c'est la mauvaise couleur, bien sûr c'est ectodermique, c'est bleu. Si on prend deux structures ectodermiques que sont le poumon d'escargot ou une branchie d'invertébrés, de la moule ou de l'écrevisse, eh bien on a deux structures embryologiques strictement identiques, mais parce que l'escargot a évolué en milieu aérien, on obtient un poumon, et parce que les écrevisses et les moules ont évolué en milieu aquatique, on obtient une branchie. Et puis même raisonnement pour le poumon de mammifère et la branchie de poisson, c'est la même structure à partir du pharynx qui va donner deux structures complètement différentes, et ça se voit même dans l'évolution embryologique des mammifères, lors du développement embryonnaire des mammifères, même des mammifères humains. À partir du pharynx, on commence à avoir dans notre futur pharynx des fentes branchiales qui apparaissent, puis qui se referment, et juste en dessous, ensuite se développent des petites bourrelets qui deviendront les poumons. Donc nous gardons des traces de l'appareil respiratoire de l'ancêtre des vertébrés, qui était un ancêtre de type poisson. On en a la trace dans notre développement embryonnaire. C'est pour ça que on a une phrase célèbre qui dit « Le développement embryonnaire résume l'évolution ». Le développement embryonnaire, c'est ce qu'on appelle l'ontogenèse, récapitule l'évolution, ce qu'on appelle la phylogenèse, avec un seul L, hein, nous ne sommes pas en train de parler des feuilles des arbres. L'ontogenèse récapitule la phylogénèse, c'est-à-dire qu'il y a des étapes de l'évolution que l'on peut retrouver lors des étapes embryonnaires, parce que justement on a une homologie, c'est la même structure, donc ici le pharynx, qui
a donné au cours de l'évolution des branchies puis des poumons de mammifères. Donc gardez ces exemples en tête parce que ce sont des exemples exigibles dans le cours sur l'évolution. On vous demande d'être capable d'illustrer une évolution convergente ou une évolution divergente à partir de l'exemple de la respiration. En conclusion, donc je ne l'ai pas écrit, mais ceci est notre conclusion. Pour ce qui est des échanges respiratoires à travers la surface d'échange, donc soit un simple tégument, soit la surface d'échange d'un appareil respiratoire, la seule règle, c'est la diffusion. Comme c'est la diffusion, on applique évidemment la loi de Fick. La loi de Fick nous dit que le flux de gaz, dans un sens ou dans un autre, dépend de l'étendue de la surface d'échange, de sa finesse, du fait qu'elle soit humide, puisqu'il faut d'abord qu'il y ait dissolution avant qu'il puisse y avoir diffusion, et de la convection interne et externe qui permet d'entretenir les gradients de pression partielle. On a vu que justement, toutes les surfaces d'échange spécialisées avaient évolué d'une manière qui augmente l'efficacité de ces échanges. Donc on a vu de très nombreux replis qui augmentent la surface d'échange, donc que ce soit des replis au niveau des alvéoles pour les poumons, que ce soit la multiplication des lamelles pour les branchies, que ce soit la ramification de l'appareil trachéen chez les insectes. Une finesse de la surface d'échange par un aplatissement de l'épithélium de la surface respiratoire, donc un aplatissement spectaculaire dans le cas du poumon, beaucoup moins dans le cas des branchies, parce que les branchies ont aussi une résistance mécanique, donc il y a un petit rôle de protection. Et puis une finesse très importante aussi pour les trachées. Ces surfaces, même en milieu aérien, elles sont toujours humides, il y a toujours une pellicule d'eau à la surface des alvéoles, mais on a vu que ce n'était pas de l'eau pure, c'était de l'eau et du surfactant. Et il y a toujours un petit peu d'eau au fond des trachées. Et puis, il y a une convection interne et une convection externe. Donc, toutes les surfaces d'échange spécialisées ont des dispositifs qui permettent d'augmenter le flux, comme nous l'avions prévu, en fonction des paramètres de la loi de Fick. Quels que soient les dispositifs, donc que ce soit des branchies, des poumons, des trachées, tout cela réalise la même fonction, même si on a des structures complètement différentes qui sont dues au fait que les plans d'organisation sont propres à chaque phylum, à chaque groupe phylogénétique, et sont typiques de ce groupe, mais néanmoins ça peut réaliser la même fonction. Il y a des convergences fonctionnelles, donc notamment en termes de convection. On a vu que systématiquement en milieu aquatique, on avait une convection unidirectionnelle qui permet de limiter les pertes d'eau. Par contre, qu'au contraire, elle était bidirectionnelle en milieu aérien et qu'on avait pu relier ça aux contraintes physico-chimiques, c'est-à-dire la densité et la viscosité de l'air et de l'eau. Donc là aussi, une fois de plus, les contraintes physico-chimiques nous ont permis de prédire les adaptations fonctionnelles que l'on a vues sur la convection externe. On a mis en évidence qu'il existe aussi de la convection interne, donc de l'hémolymphe s'il s'agit d'invertébrés, sauf le cas particulier des annélides qui ont du sang, ou du sang s'il s'agit des vertébrés, et que ça entretient les gradients de pression partielle, qu'il existait des phénomènes de contrôle, aussi bien de la convection externe que de la convection interne. Grâce à la loi de Fick et la diffusion de gaz respiratoires à travers la surface d'échange, on peut avoir des échanges avec le fluide interne. Là, le programme nous demande de passer exclusivement dans le cas du sang des mammifères. Donc, le transporteur pour nous est bien sûr l'hémoglobine. La forme sous laquelle les gaz passent la surface d'échange, c'est uniquement sous forme dissoute, puisqu'il s'agit de gaz. Mais ensuite, il y a
peu de transport sous forme dissoute, les gaz changent d'aspect. Donc l'oxygène est fixé par l'hémoglobine, le CO2 est transformé en ion HCO3-, où il se fixe de façon covalente sur l'hémoglobine. Ce qui fait que les capacités de transport des gaz respiratoires dépendent de la quantité d'hémoglobine qui est présente par litre de sang. Donc c'est très limitant pour la quantité d'oxygène, mais c'est un peu limitant aussi pour la quantité de CO2. Et nous avons appelé ça le pouvoir oxyphorique du sang, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que peut transporter un litre de sang. Donc ça, il faudra le garder en tête. Nous allons l'utiliser comme outil pour mesurer la convection interne dans le prochain cours. La convection externe est contrôlée par les gaz respiratoires eux-mêmes. Et c'est systématiquement le gaz le plus limitant, soit pour sa fixation, soit pour son élimination, qui est le stimulus. Ce qui fait que, forcément, c'est un stimulus différent en milieu aquatique et en milieu aérien. Le milieu aérien étant très riche en CO2, la quantité de CO2 ne peut pas être le stimulus pour contrôler une mauvaise ventilation. C'est forcément le CO2. Le milieu aquatique étant très pauvre en oxygène, c'est l'oxygène qui est le stimulus permettant de détecter une mauvaise ventilation. Dans tous les cas, il y a des récepteurs à ces gaz respiratoires permettant de déclencher la ventilation, donc directement des récepteurs à l'oxygène chez les vertébrés et les invertébrés aquatiques. Et nous avons vu que c'était plus indirect dans le cas du CO2, c'était la transformation à l'intérieur du cerveau du CO2 en ion H+, par l'anhydrase carbonique, qui est le stimulus véritable de la respiration en milieu aquatique. Donc les gaz respiratoires ne sont pas seulement des éléments qui circulent, qui arrivent au tissu, qui permettent le métabolisme respiratoire des tissus, ce sont aussi les stimuli qui contrôlent leur propre entrée et sortie à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme. Donc pour terminer, nous allons faire un schéma bilan de l'ensemble de ces phénomènes. Pour que cette vidéo ne soit pas trop lourde, je vous propose de la faire dans une prochaine vidéo.